Bonsoir et merci beaucoup pour votre invitation ce soir en cette rentrée solennelle. On me demande souvent si je suis optimiste ou pessimiste quant à notre capacité à renverser la tendance, quant à notre capacité à affronter ensemble le défi climatique. Et je dois dire que, comme tout le monde, j'ai des jours où je suis plus ou moins optimiste ou pessimiste, mais malgré tout, ce qui me remplit d'optimisme, c'est de voir les transformations rapides qui s'opèrent en France dans les écoles de gestion, de management, de commerce, et à quel point ces transformations, à leur tour, irriguent aussi l'activité des entreprises. Et certainement, même s'il y a encore beaucoup de signaux négatifs quant à la manière dont la société prend en compte ces enjeux, je crois qu'un des signaux particulièrement positifs au cours de ces dernières années, ça a été la façon dont l'enseignement supérieur s'est saisi de ces enjeux. Il n'existe quasiment plus aucune université, aucune grande école en France qui ne donne aujourd'hui une place importante à ces sujets. Et donc je vais essayer ce soir avec vous de répondre aux deux questions qui nous sont proposées. Comment intégrer l'urgence climatique dans le management de l'entreprise et quelle place donner à la formation des étudiants. Ma conviction est que l'entreprise est un levier fondamental des changements que nous allons devoir engager et que nous avons déjà commencé à engager. Et donc ce soir, je voudrais d'abord, non pas vous faire un cours de physique du climat, mais vous présenter trois éléments de physique du climat qui me semblent particulièrement importants dans la manière dont l'urgence climatique peut être intégrée dans le management des entreprises. Trois éléments de physique du climat qui restent encore souvent, je ne dirais pas méconnus, mais en tout cas mal interprétés, mal compris par le public, mal discutés dans le débat public, ce qui risque alors d'orienter évidemment l'action des entreprises, mais aussi l'action des pouvoirs publics et de la société dans son ensemble, dans une direction qui risque malheureusement de nous faire parfois courir après des chimères. Ensuite, j'essaierai d'identifier quels sont certains des principaux points de blocage que nous devons lever ensemble. Et enfin, j'essaierai de décrire quelques-uns des leviers, notamment dans la formation des étudiants et dans la formation des futurs dirigeants d'entreprise, qui nous permettront de lever ces obstacles et, je l'espère, de réussir ensemble ce défi commun. Mais donc, tout d'abord, trois éléments de physique du climat. La première chose qu'il faut accepter et appréhender dès lors qu'on s'intéresse à la manière de relever le défi climatique, c'est que le changement climatique auquel nous sommes confrontés n'est pas une crise. Nous avons beau parler régulièrement dans le débat public, dans les médias, d'une crise climatique, la réalité est que nous sommes face à une crise, mais face à une transformation profonde et durable des conditions de vie sur Terre. Nous ne sommes pas face à une crise parce que nous devons accepter que le changement climatique que nous avons engagé est irréversible. En tout cas, irréversible à l'échelle de nos vies. Ceux d'entre vous qui ont des enfants ou des petits-enfants nés au XXIe siècle, pour ceux-là, pour ces enfants, si tout va bien, vraisemblablement, ils connaîtront vers la fin de leur vie, vers la fin du siècle, un léger déclin des températures. Mais pour nous qui sommes nés au XXe siècle, nous ne verrons pas, au cours de nos vies, de baisse des températures. Or, très souvent, on imagine volontiers que si l'on était capable d'arrêter demain toutes nos émissions de gaz à effet de serre, il y aurait la possibilité d'un retour en arrière
il y aurait la possibilité de connaître à nouveau les températures dites normales du XXe siècle. Nous n'avons pas encore pleinement assimilé le fait que les impacts du changement climatique, que nous considérons encore aujourd'hui volontiers comme exceptionnels, sont en réalité des transformations structurelles. Chaque fois qu'un nouveau record de température est battu, je reçois des appels des stations de radio et de télévision me demandant de venir commenter à l'antenne ce nouveau record battu. Et je suis toujours un peu ambivalent par rapport à ces demandes, puisque d'un côté, je me réjouis que la question climatique reçoive davantage d'attention et un meilleur traitement qualitatif de la part des grands médias. Mais d'un autre côté, je leur dis aussi que s'ils doivent m'avoir à l'antenne chaque fois qu'un nouveau record de température est battu, à la longue, ils finiront par m'avoir à l'antenne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui provoquera évidemment un phénomène de lassitude des téléspectateurs et des auditeurs. Nous avons toujours tendance à considérer que ces records de température sont exceptionnels, hors normes, anormaux, parce que nous n'avons pas encore pleinement réalisé en tant que société que, en réalité, la normale n'était pas derrière nous, mais était devant nous. Et que donc il va falloir apprendre à gouverner le changement climatique. Il va falloir engager des transformations profondes et durables dans l'organisation de la société, et donc aussi et surtout dans l'organisation de l'économie et dans la vie des entreprises. Il est absolument fondamental de ne pas traiter le changement climatique comme une crise. Et c'est particulièrement important pour les entreprises. Ma conviction est qu'une entreprise qui ne devient pas durable aujourd'hui ne sera pas non plus une entreprise rentable demain. Et aujourd'hui, et je le dis avec force, toute entreprise qui traiterait du changement climatique comme une crise passagère se retrouverait dans la situation de Kodak face à l'avènement de la photo numérique. Quand la photo numérique est arrivée, les patrons de Kodak se sont dit « Nos fondamentaux sont solides, la photo argentique a des fondamentaux solides, ne bougeons pas d'un iota, faisons le dos rond et attendons que cette mode de la photo numérique se passe. » Nous savons tous ce qu'il en est advenu, et mon principal conseil lorsque je m'adresse à des dirigeants d'entreprise et à de futurs dirigeants d'entreprise, c'est celui-ci: ne soyez pas Kodak, ne devenez pas Kodak. Et donc ne considérez pas que c'est une crise qui va passer, c'est une transformation profonde. Vous vous souviendrez qu'au moment de la crise du coronavirus, plusieurs voix s'étaient élevées pour s'étonner que face à un danger aussi proche, aussi imminent, aussi grave que le Covid, nous soyons capables, en tant que société, de mettre en place des mesures radicales, drastiques, contraignantes et parfois extraordinairement coûteuses. Et ces mêmes voix de se demander, logiquement, pourquoi est-ce que nous sommes capables de faire cela face au Covid et qu'à l'évidence, nous ne semblons pas capables de faire pareil face au changement climatique. Est-ce que c'est parce que nous considérerions que le changement climatique est un problème de moindre gravité ou de moindre importance? La réponse à la question est plus simple que cela. Ce sont tout simplement deux problèmes de nature fondamentalement différente. Ce qui nous a fait accepter, bon gré mal gré, des mesures extraordinairement contraignantes face au Covid, c'était que nous savions qu'il s'agissait de mesures temporaires et que ces mesures temporaires étaient évidemment la condition à la reprise d'une vie normale. Si on avait dit aux gens qu'ils allaient devoir rester enfermés chez eux pendant 25 ans et porter un masque jusqu'à la fin de leur vie, je doute sincèrement que ces mesures auraient été très bien acceptées par la population, et ceux parmi nous qui sont élus doivent en savoir quelque chose. C'est pour cela aussi que je crois qu'il faut se méfier des tentations autoritaires, parfois, qui gagnent une partie de la société
face à l'urgence d'agir. Et souvent, lors des conférences que je donne en public, il y a quelqu'un dans l'auditoire qui, un peu énervé, dit « Mais enfin, nous n'allons jamais y arriver, les politiques sont trop lents, pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas décider le GIEC? Pourquoi est-ce que le GIEC ne décide pas une bonne fois pour toutes des mesures à prendre et qu'on n'impose pas ça à toute la population ?» Et je pense toujours à mon fort intérieur que pour imaginer que des scientifiques feraient de bons décideurs, il ne faut sans doute pas avoir parlé avec beaucoup de scientifiques, et surtout que je crois que ce serait une grave erreur que de vouloir imposer aux gens des mesures contre leur gré. À la fois parce qu'évidemment ça poserait des problèmes importants en termes de droits et de liberté que je mets sur les côtés pour les besoins de notre discussion ce soir, mais parce que ça poserait simplement des problèmes d'efficacité. Il serait pire que tout de prendre des mesures temporaires que nous ne serions pas capables de tenir dans la durée. Et si les mesures sont imposées de force aux citoyens, le risque en démocratie, c'est évidemment que ces mesures ne finissent par être rejetées et abandonnées. Et ce serait pire que tout. C'est pour cela que ces transformations, nous allons devoir les choisir. Et c'est bien toute la difficulté et tout le défi aussi en démocratie. Et plus tôt nous allons nous y prendre, plus nous allons avoir la capacité de choisir comment nous souhaitons faire. C'est le premier point que je voulais souligner, l'irréversibilité du changement climatique, en tout cas à l'échelle du XXIe siècle, et donc la nécessité d'engager des mesures transformatrices pour la société, pour l'économie, pour les entreprises. Le deuxième point est une bonne nouvelle pour contrebalancer la première. Certes, nous ne verrons pas les températures baisser au cours du XXIe siècle, mais par contre, nous avons la possibilité, et je dirais même la responsabilité, de choisir, de décider quel sera le niveau de hausse des températures que nous connaîtrons au cours du XXIe siècle, c'est-à-dire au cours de notre existence. Ce sont nos actions aujourd'hui qui vont décider si la hausse de température que nous connaîtrons sera de plus 2 degrés, plus 3, plus 4, plus 5 ou davantage. Et là encore, c'est un aspect qui est mal compris par le grand public. Parce que très souvent, on imagine que le changement climatique est un problème binaire, blanc ou noir, une bataille que l'on va gagner ou que l'on va perdre. La réalité, c'est que le changement climatique n'est pas un problème binaire, mais un problème graduel. Un problème graduel où littéralement chaque dixième de degré d'élévation de la température va faire une énorme différence, et donc où chaque tonne de CO2 qui est envoyée ou non dans l'atmosphère va également faire une énorme différence. Et le corollaire de ceci, c'est qu'il n'y a absolument aucune action contre le changement climatique qui soit inutile. Absolument tout va compter. Tout ce que nous allons entreprendre, chaque action que nous allons initier, tout va faire une énorme différence, parce que chaque dixième de degré supplémentaire va faire une énorme différence. Et cela me paraît très important, parce que si l'on pense que le changement climatique est un problème binaire, non seulement on va être à côté de la plaque d'un point de vue scientifique, ce qui serait encore un moindre mal, mais surtout, nous allons avoir tendance à nous décourager, à considérer que notre action à notre niveau est relativement insignifiante face à l'énormité du problème. Et moi, je suis très inquiet aujourd'hui de voir que, chez certains, il y a une atmosphère de défaitisme qui semble gagner. Comme s'il était déjà trop tard, comme si nous étions condamnés, comme s'il n'y avait plus rien à faire. Absolument rien n'est plus faux que cela. Et je redoute
le climato-défaitisme encore davantage que je redoute le climato-scepticisme. Et je pense que ce qui explique un peu parfois cette montée du défaitisme ou du fatalisme dans la société, c'est cette impression que nous sommes face à un problème binaire. Et effectivement, si on est face à un problème binaire, on va considérer que notre action n'a guère d'importance. On va se dire, à quoi sert-il que la France agisse si la Chine fait ceci et si l'Inde fait cela? Souvent d'ailleurs en méconnaissant lourdement ce que font la Chine ou l'Inde. À quoi sert-il que la région Occitanie fasse ceci si la région Hauts-de-France fait exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire? Ce n'est pas vrai, il y a plein de chouettes initiatives dans les Hauts-de-France également. À quoi sert-il que MoMA agisse si d'autres écoles, si l'ESSEC, le SCP, HEC, font le contraire de ce qu'il faudrait faire? Encore une fois, ce n'est pas vrai, ce sont aussi des écoles qui sont en mouvement. À quoi sert-il que mon entreprise agisse si mes compétiteurs font l'inverse? À quoi sert-il que moi j'agisse si mon voisin vient de s'acheter un SUV et mange des côtes de bœuf au barbecue tous les midis? On va avoir tendance à considérer que notre action n'a pas d'importance. Rien n'est plus faux. Rien n'est plus faux, et a fortiori, quand on est dans une entreprise, quelle qu'en soit la taille, parce que chaque action qui va être initiée dans une entreprise va évidemment dépasser le périmètre de l'entreprise. L'entreprise, c'est aussi un écosystème qui va rassembler des collaborateurs qui sont aussi des citoyens, qui sont aussi des consommateurs, qui sont aussi des clients d'autres entreprises. Une entreprise, c'est également des fournisseurs, ce sont des compétiteurs. Et donc, chaque action qui va être initiée dans une entreprise va déborder largement le périmètre de cette entreprise. Mais pourtant, beaucoup ne voient pas bien la différence que pourrait faire un dixième de degré. Et je comprends naturellement qu'on s'interroge sur l'impact réel d'un dixième de degré. Au fond, si je vous demande aujourd'hui la température extérieure qu'il fait à Montpellier, j'aurai sans doute autant de réponses qu'il y a de personnes dans l'auditoire, parce que bien entendu, c'est un ressenti très subjectif. J'ai plus chaud en vous parlant à la tribune que vous assis sans doute. C'est un ressenti très subjectif. Mais nous ne comparons pas les hausses de température par rapport à la température ambiante, naturellement. Nous comparons les hausses de température par rapport à la moyenne annuelle mondiale. Or, la température en France se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale, à la fois parce que la France est sur un continent et que la température se réchauffe plus vite sur terre que sur mer, et parce que la France est située en Europe, qui est une région du monde qui, en raison des circulations atmosphériques, connaît un réchauffement plus marqué que d'autres régions du monde. Aujourd'hui, la température moyenne mondiale a augmenté d'1,2 degré par rapport à son niveau pré-industriel. La température moyenne en France a déjà augmenté d'1,8 degré. Ça veut dire que lorsque le gouvernement planche sur des scénarios d'adaptation à plus 4 degrés, ce n'est pas du tout un scénario catastrophe. C'est un scénario médian et encore relativement optimiste qui supposerait qu'on arrive à peu près à respecter l'objectif de l'accord de Paris. Une hausse de la température moyenne mondiale de plus 2 degrés, ce que prévoit l'accord de Paris, ça veut dire plus 3,7 en France. Vous avez, j'imagine, déjà tous et toutes été fiévreux, et vous savez que lorsque vous avez 38 de température, vous pouvez encore mener une journée de travail à peu près normale pour peu que vous preniez une aspirine le matin. Vous savez qu'à 39, vous allez plutôt découvrir les fascinants programmes télévisés de l'après-midi. À 40, vous allez appeler un médecin. Et à 41, vous allez commencer à vous inquiéter et à vous dire qu'il faudrait peut-être passer à l'hôpital.
Nous discutons ici de hausse de température de l'ordre de plus 1, plus 2, plus 3 ou plus 4 degrés par rapport à la température moyenne de votre corps qui est comprise aujourd'hui entre 36 et 37 degrés. La température moyenne annuelle de la France, elle est de 14 degrés. Ça veut dire que quand nous discutons de plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 degrés d'élévation de la température, nous discutons de hausse de température de l'ordre de 20, 25, 30, 35%. C'est absolument considérable et c'est évidemment pour cela que chaque dixième de degré va faire la différence et cela, nous avons encore la possibilité de le décider par nos actions d'aujourd'hui. C'est même cela et cela seulement qui va décider de cette hausse de température. Troisième point de physique du climat, c'est le fait que le changement climatique n'est pas un problème de flux, mais un problème de stock. C'est un problème d'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui vont s'y accumuler parce que ces gaz à effet de serre ont une durée de vie très longue dans l'atmosphère. Pour le dioxyde de carbone, qui est le gaz à effet de serre que nous émettons dans les plus grandes quantités, cette durée de vie est comprise entre 100 et 4500 ans. Ça veut dire que l'essentiel du CO2 qui se trouve au-dessus de nos têtes à 20 km à peine, eh bien, il a été produit au siècle dernier, voire au XIXe siècle. Et c'est cet état de fait, naturellement, qui provoque chez beaucoup de jeunes un sentiment de ressentiment, qui est évidemment parfaitement compréhensible et légitime, puisqu'ils subiront des impacts du changement climatique qui ne sont pas liés à leurs propres émissions, mais aux émissions de leurs parents et grands-parents. Mais cela veut dire aussi que nous allons au-devant d'un énorme problème de dissonance cognitive. Parce que le niveau de concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère va continuellement augmenter jusqu'à ce que nous atteignions la neutralité carbone, c'est-à-dire le moment où nous serons capables de retirer de l'atmosphère autant de gaz à effet de serre que nous n'y envoyons. C'est comme si vous faisiez couler un bain dans une baignoire. Même si vous ralentissez le débit du robinet, tant qu'il y a des gouttes d'eau qui tombent dans la baignoire, le niveau de l'eau continue à augmenter. Et même si vous arrêtez complètement l'arrivée d'eau, vous savez qu'il faudra encore plusieurs heures, sinon plusieurs jours, avant que l'eau du bain ne s'évapore. C'est exactement pareil avec le changement climatique. Nous allons baisser nos émissions de gaz à effet de serre, et pourtant, jusqu'à ce que nous ayons atteint la neutralité carbone, le niveau de concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère va continuer à augmenter, ce qui veut dire que les températures vont également continuer à augmenter et que les impacts du changement climatique vont continuer à s'aggraver. Et ce qui veut dire naturellement que beaucoup de gens risquent de se poser cette question: à quoi bon ? À quoi ça sert de réduire les émissions puisque nous n'en voyons pas le résultat concret? On a beau nous montrer des tableaux Excel, des graphiques et des courbes qui montrent que nous baissons nos émissions, dans notre vie quotidienne, nous continuons à voir les températures augmenter. Ça va être compliqué. Ceux d'entre vous dans l'Assemblée qui enseignent savent très bien que vous aurez beau dire à vos étudiants qu'il est dans leur intérêt de long terme d'assimiler la matière et de ne pas tricher aux examens, vous savez très bien que vous ferez quand même surveiller l'examen parce qu'il est important que les étudiants puissent avoir l'occasion de faire l'expérience concrète des conséquences de leur action s'ils venaient à tricher. Et que l'idée qu'il soit dans leur meilleur intérêt de long terme de ne pas tricher n'empêchera pas à elle seule certains étudiants de tricher. Nous qui sommes enseignants, nous le savons tous très bien.
Et il faut reconnaître que nous tous sommes restés de grands étudiants. C'est-à-dire que pour modifier le cours de nos actions, nous avons besoin naturellement de pouvoir faire l'expérience concrète, sensorielle, des conséquences de nos actions. Si nous n'en voyons pas les effets, si nous n'en percevons pas les conséquences, eh bien naturellement nous risquons de mettre en cause le sens de cette action elle-même. Nous nous dirons à quoi ça sert. Et donc je pense que ce serait une erreur fondamentale de penser que la société ou les entreprises agiraient dans le seul intérêt de long terme du climat, dans l'intérêt des générations futures ou des pays du Sud. Nous voudrions tous croire que nous sommes altruistes à ce point, mais la réalité, c'est que nous sommes guidés avant tout par nos intérêts. Et donc, si nous voulons que l'action climatique soit à la hauteur de ce qu'il faut faire, il va falloir, je crois, l'incarner par des projets concrets auxquels nous aurons intérêt. Il va falloir rendre l'action climatique visible, il va falloir montrer aux gens que grâce à cette action climatique, ils pourront mieux se loger, mieux se déplacer, mieux s'alimenter, avoir de meilleurs loisirs, etc., etc. Il va falloir que nous y trouvions un intérêt, et je crois que tout le défi se trouve là. Parce que une grande difficulté dans cette action climatique, c'est que nous n'avons plus notre destin en main. Et lorsque je dis « nous », c'est nous en tant que communauté politique. Ce que nous décidons à Montpellier, à Paris ou à Bruxelles a un impact sur le climat du Soudan, du Bangladesh ou de l'Afghanistan. Sans évidemment que les Soudanais, les Bangladais ou les Afghans puissent prendre la moindre part à nos décisions. De la même manière que notre futur climatique, et donc d'une certaine manière notre futur tout court, dépend aussi des décisions qui sont prises en ce moment même au Caire, à Lagos, à Jakarta, à Mexico ou à Delhi. Décisions sur lesquelles nous n'avons évidemment aucune prise, ni d'ailleurs aucun droit ou aucune légitimité à dire aux pays du Sud comment ils devraient se développer. Pourtant, ces décisions vont avoir un impact énorme sur notre futur. En 1960, les émissions de gaz à effet de serre en provenance de l'Union européenne représentaient 42% du total mondial. Aujourd'hui, elles représentent moins de 15%. Pas du tout parce que l'Europe aurait, sur cette période, réduit ses émissions, elle a quasiment doublé ses émissions sur la période, mais parce que d'autres régions du monde se sont à leur tour développées en suivant les trajectoires de développement qui avaient été suivies par l'Amérique du Nord, par l'Europe, avant elle. Et c'est ainsi que l'Asie, qui ne représentait en 1960 que 16% des émissions mondiales, en représente aujourd'hui la moitié, dont 38% pour la seule Chine. Et ça veut dire que la lutte contre le changement climatique va aussi se jouer, bien entendu, hors de nos frontières, va se jouer au Moyen-Orient, en Amérique du Sud et bien sûr en Afrique. Et que, bien entendu, nous n'avons aucun droit, aucune prétention à aller dire à ces pays du Sud comment ils devraient se développer. De quel droit irions-nous leur dire de surtout laisser dans leur sous-sol leur gaz, leur charbon et leur pétrole, alors que nous-mêmes avons largement brûlé ces ressources avant eux? Nous ne pouvons pas, je crois, réduire notre part de responsabilité face au changement climatique
à notre part supposée dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Cette responsabilité que nous avons, c'est avant tout une responsabilité face à l'avenir, bien davantage que face au passé. C'est une responsabilité de travailler au-delà de nos frontières, de travailler aussi avec les pays du Sud pour qu'il soit dans leur intérêt d'envisager une trajectoire de développement aussi décarbonée que possible. Songez que la capacité installée en énergie renouvelable sur tout le continent africain aujourd'hui est inférieure à la capacité totale installée en énergie renouvelable en France métropolitaine. Et pourtant, la France est loin d'être championne du monde des énergies renouvelables, au point tel qu'elle a été mise à l'amende par la Commission européenne. C'est dire l'ampleur du défi, et il faut pouvoir le dire, qui est aussi un défi d'investissement. Et cela veut dire que les entreprises sont aussi, je crois, face à un défi d'investissement dans les pays du Sud. Et ça me paraît très important de considérer qu'il y a un paradoxe extraordinaire à ce que jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'ayons été à ce point liés les uns aux autres. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons été à ce point dépendants les uns des autres. Littéralement, ce que nous allons faire ici va transformer le futur de là-bas, et ce qui se décide là-bas va transformer le futur d'ici. Et pourtant, malgré le fait que l'humanité soit rassemblée dans un destin commun par la physique du climat, nous n'avons jamais été aussi tentés par les nationalismes et par le repli sur soi. Et je dis souvent que le pire ennemi du climat, je crois, ce n'est ni le pétrole, ni le charbon, ni le gaz, c'est le nationalisme. Celui qui nous pousserait à agir uniquement pour nous-mêmes à l'intérieur de nos frontières et qui conduirait nécessairement à une forme de repli sur soi. Et le défi de la lutte contre le changement climatique, c'est aussi un défi économique et politique. Comment allons-nous gouverner cette nouvelle époque? Quelles sont les nouvelles cartes que nous allons utiliser? Non seulement les nouvelles cartes de géographie, puisque la géographie physique va être transformée par les impacts du changement climatique, mais aussi et surtout les nouvelles cartes économiques et politiques. Et je crois que c'est le défi des années qui arrivent. Pourtant, nous avons encore du mal aujourd'hui à agir. On voit bien qu'il y a des leviers, des obstacles un peu à tous les étages de la société. Et je crois que parfois nous avons été naïfs de considérer que les questions climatiques allaient naturellement nous rassembler. Aujourd'hui, il y a sans doute une forme de consensus, et encore, sur le constat scientifique, mais par contre, nous avons des opinions très différentes quant aux remèdes à appliquer. Comment faut-il faire? Et c'est là où, évidemment, nous n'allons plus être d'accord. Et il faut pouvoir reconnaître, je crois, que ces questions climatiques, loin de nous rassembler, en réalité, nous divisent, font apparaître des clivages, des divisions en réactifs d'anciens, en font apparaître de nouveaux. Et c'est au fond assez normal en démocratie. La grande question, à mon sens, c'est de savoir comment nous allons pouvoir dépasser ces clivages et fonder un nouveau contrat social autour de ces questions. Et c'est là, je crois, où la question de la formation des futurs dirigeants est un levier essentiel que nous devons actionner. Et je vois en particulier trois aspects dans cela, trois leviers, trois ressources qui sont à la disposition des écoles de gestion de management et par là des entreprises elles-mêmes. Le premier levier à actionner, je crois, si nous voulons
sortir un peu de cet état d'impuissance dans lequel nous avons parfois l'impression de nous trouver, je crois que c'est un levier qui concerne notre trajectoire. Tout le débat aujourd'hui sur les objectifs climatiques, tout le débat sur l'action climatique est largement organisé autour d'objectifs de moyen et de long terme. L'accord de Paris prévoit une hausse maximale des températures de 2 degrés d'ici 2100. La plupart des entreprises se sont donné un objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Et Emmanuel Macron annoncera lundi aux Français son plan de décarbonation de l'économie française avec un objectif de baisser les émissions de 55% d'ici 2030. Très bien. Mais le problème de tous ces objectifs, c'est que leur horizon dépasse le terme de celui qui les a décidés. Emmanuel Macron sait bien qu'il ne sera plus à l'Élysée en 2030 et que ce sera son successeur ou sa successeur qui aura la charge, concrètement, de tenir ces objectifs. Les entreprises qui ont pris un engagement de neutralité carbone en 2050 savent très bien qu'elles n'auront plus le même PDG en 2050 et que potentiellement l'entreprise n'existera peut-être même plus en 2050 parce que les entreprises meurent et naissent. Et que dire alors des chefs d'État qui ont signé l'accord de Paris en 2015 en s'engageant sur 2100? Ils savaient évidemment très bien qu'ils seraient tous morts en 2100 et qu'il n'y aurait aucun député d'opposition en 2099 qui viendrait les questionner pour savoir où on en était dans l'atteinte de ces objectifs. Le problème avec ces objectifs de moyen et de long terme, c'est que nous n'avons pas de compte à rendre face à ces objectifs. Et que donc ça pose un problème de crédibilité, mais aussi, je crois, un problème de motivation. Aujourd'hui, nous avons volontiers tendance à voir ces objectifs comme étant des Everest infranchissables, parce que nous avons dessiné un horizon, mais nous ne nous sommes pas donné la peine de tracer le chemin qui nous y emmenait. Et donc, de ce fait, plus nous avançons, plus l'horizon semble s'éloigner. Je pense que nous avons un grand besoin, en tant que société, de définir une trajectoire, de définir comment nous allons pouvoir y arriver. Parce que cette trajectoire, d'abord, va nous permettre de corriger le tir si nous nous éloignons des objectifs et donc de rectifier la trajectoire. Et elle va surtout nous permettre de baliser notre progrès. Et ces balises, je crois, seront autant de petites victoires auxquelles nous allons pouvoir nous accrocher pour nous convaincre que nous allons pouvoir y arriver et que nous allons pouvoir même faire mieux et rehausser notre ambition. C'est très important. Si vous me dites que je dois perdre 10 kilos d'ici 2030, je sais parfaitement que je vais continuer à boire beaucoup trop d'alcool jusqu'en 2029 et que ce n'est qu'à ce moment-là que je me dirai « Oh là là, j'ai un peu dévié de mon objectif, il va falloir que je m'inscrive dans une salle de sport. » Et il sera bien entendu trop tard. Alors qu'à l'inverse, si je me fixe une trajectoire de perte d'1 kilo par an d'ici 2030, eh bien, d'un coup, cette trajectoire m'apparaît beaucoup plus réaliste et je vais pouvoir m'accrocher à autant de petites victoires pour en faire davantage. Ça me paraît vraiment fondamental. Et c'est là, je crois, où les écoles de gestion, de management ont un rôle à jouer. Demandez-vous quelle est la trajectoire que vous voulez emprunter. Ne raisonnez pas uniquement en termes d'objectifs, mais raisonnons de manière à maximiser notre action. Nous sommes au moment où il va falloir jeter toutes nos forces dans la bataille. Les pompiers qui arrivent devant un immeuble en feu
ne se disent pas « nous allons essayer de sauver 55% des occupants de cet immeuble ». Les pompiers vont évidemment essayer de sauver tout le monde. Et donc, essayons de maximiser notre ambition, et vraiment, je pense que c'est le souffle qu'il faut donner aux étudiants qui seront les futurs dirigeants de demain. Voyons cette trajectoire comme le moyen d'emmener l'entreprise, d'emmener l'ensemble de ses collaborateurs et de son écosystème, et donc de potentiellement transformer la société. C'est le premier levier, je crois, que nous pouvons actionner. Le deuxième levier consiste à nous appuyer davantage sur l'action des minorités. J'ai fait partie de ceux qui ont cru, notamment au moment des grandes mobilisations des jeunes derrière Greta Thunberg, qu'il allait se produire un moment où la société dans son ensemble allait basculer. À l'évidence, ça ne s'est pas produit. Nous avons aujourd'hui conscience du problème, mais on voit bien que nous avons encore un peu du mal à basculer vers l'action. Mais par contre, je suis toujours furieux lorsque j'entends certains dire que rien n'avancerait dans la bonne direction, que tout serait bloqué et immobile. Parce que lorsque je regarde la société, je vois au contraire des transformations qui se produisent à tous les étages. Dans les universités et grandes écoles, dans les collectivités, et bien entendu aussi dans les entreprises. Et beaucoup aujourd'hui font des choix parfois ambitieux et radicaux quant à leur processus industriel, quant à leur chaîne de valeur, ou même carrément quant à leur modèle d'affaires. Et ces transformations-là, je pense que nous devons les encourager. Plutôt que de nous laisser gagner par une sorte de chape de plomb qui voudrait nous faire croire que la société est immobile et que nous serions condamnés à l'inaction. Il y a plein de choses qui sont en train de bouger. Mais je crois véritablement que la plupart des grandes transformations, des grands changements sociaux dans l'histoire de l'humanité ont d'abord été le fait de minorités. Si la ségrégation raciale a pris fin aux États-Unis, ce n'est pas parce que les Noirs sont soudainement devenus majoritaires dans la population américaine, mais parce qu'une partie d'entre eux se sont organisés pour dénoncer les injustices, pour faire valoir le droit et pour créer des alliances avec d'autres groupes. Et bientôt, ce qui était au départ l'action d'une minorité est devenu majoritaire dans la population, y compris et fort heureusement chez une majorité de Blancs qui ont considéré qu'un système de ségrégation raciale n'était plus acceptable. Je crois que ce sont profondément les minorités qui vont pouvoir défricher le chemin dans lequel pourra ensuite s'engouffrer la majorité. Et c'est pour ça que chaque action qui va être initiée, chaque action que vous, étudiants, allez initier dans les entreprises dans lesquelles vous travaillerez d'ici quelques années, a le potentiel de transformer complètement l'organisation de l'économie, même si l'entreprise est toute petite. Je veux prendre ici l'exemple de la mobilité urbaine. On se rend bien compte qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de gens qui délaissent leur voiture pour faire du vélo, qu'il y a de plus en plus d'aménagements cyclistes dans toutes les villes, parfois en créant certaines crispations avec les automobilistes, et on voit bien que la mobilité urbaine est en train de changer dans toutes les villes du monde. Ça tient beaucoup à l'initiative prise dans les années 70 par la petite ville de La Rochelle. Que les Rochelais me pardonnent, je sais qu'ils ont un excellent club de rugby, mais on ne peut pas dire que La Rochelle soit une immense métropole à l'échelle du monde. Et pourtant, dans les années 70, l'équipe municipale de La Rochelle avait eu le plan de mettre en circulation, de mettre en œuvre un système de vélo en libre service. Et à l'époque, personne ne croyait à ce plan. On disait que les Rochelais ne feraient jamais du vélo, que les vélos allaient être volés, vandalisés, que ça ne marcherait jamais. L'équipe municipale a tenu bon, et ce système de vélo en libre service était un grand succès. Un succès qui a été copié par Rennes quelques années plus tard,
qui a été copié ensuite par Lyon, et puis qui a évidemment été copié par Paris, et qui a mis en œuvre le fameux système des Vélib. Et comme Paris est la première destination touristique mondiale, le système des Vélib s'est bientôt retrouvé, répliqué, avec quasiment le même modèle économique, dans toutes les grandes villes du monde. Et c'est évidemment cela qui a encouragé la pratique du vélo et qui transforme encore aujourd'hui la mobilité urbaine. Si on avait dit, dans les années 70, à l'équipe municipale de La Rochelle, que leur initiative de vélo en libre-service allait, quelques décennies plus tard, transformer complètement la mobilité urbaine de Shanghai à New York, je pense que peu l'auraient cru à La Rochelle. Et donc, très clairement, toutes les actions que vous allez entreprendre, tout ce que vous, chers collègues, allez initier aux étudiants dans vos cours, ne sous-estimez jamais l'impact que cela peut avoir et qui souvent va complètement dépasser ce que vous aviez imaginé. Le troisième et dernier levier que je veux souligner pour conclure, je crois, c'est la nécessité de faire de cette action climatique un projet. Trop souvent, nous avons tendance à voir l'action climatique comme une contrainte à laquelle nous devons nous plier. Trop souvent, dans le domaine politique, on raisonne en termes d'acceptabilité des mesures plutôt qu'en termes de désirabilité des mesures. Trop souvent, dans les entreprises, on voit l'action climatique comme une liste d'efforts à réaliser, de sacrifices auxquels consentir, voire même de renoncements à accepter. C'est-à-dire de choses dont personne n'a envie. Personne ne se lève le matin en se disant « Quelle nouvelle contrainte vais-je m'imposer aujourd'hui? Quel nouveau renoncement vais-je accepter ?» Personne ne fait ça, moi le premier. Nous avons beaucoup de mal à voir l'action climatique comme un projet, et nous la voyons volontiers comme une contrainte. Et je crois que si nous la voyons comme une contrainte, c'est parce que nous avons une vision assez claire du monde vers lequel nous ne voudrions pas aller. C'est le monde qui est décrit dans les rapports du GIEC, qui est aussi décrit dans la plupart des œuvres de science-fiction, un monde ravagé par les impacts du changement climatique et où la biodiversité aurait quasiment disparu. Nous savons là où nous ne voulons pas aller, mais nous avons encore beaucoup de mal à définir les contours du monde vers lequel nous voudrions aller. Et il y a plusieurs imaginaires qui se font un peu concurrence. Un imaginaire technofuturiste où nous habiterions dans un vaisseau spatial piloté par Elon Musk en orbite autour de la Terre. Un imaginaire un peu janséniste qui serait fait de restrictions, de quotas, de limitations et de flagellations. Un imaginaire un peu naïf où Max et Lily feraient du vélo tout nus dans des champs de coquelicots avant de retourner à leur champ de permaculture. Et chaque imaginaire va évidemment séduire une partie de la population, surtout évidemment celui de Max et Lily. Mais en tant que société, nous avons encore beaucoup de mal à voir quels seraient les contours d'un monde vers lequel nous voudrions aller. Et ça, c'est notre défi. Et c'est notamment notre défi dans l'enseignement. Comment allons-nous pouvoir inventer ce monde? Il va falloir naturellement que nous repensions la manière dont nous allons nous alimenter, nous transporter, consommer des loisirs, etc. et évidemment habiter le monde. Et pour ça, il va falloir l'incarner. Et nous avons commencé à faire cela. Il y a toute une série de mesures. On a parlé des transports, on a parlé des logements. J'étais ce matin avec le conseil d'administration du groupe Renault pour inventer les voitures et les transports de demain. Nous avons commencé à réfléchir et à mettre en œuvre cela. Le deuxième échelon,
c'est celui qui va nous interroger sur l'organisation de l'économie, sur toutes ces questions de croissance, décroissance, post-croissance, etc., sur la manière dont nous allons produire et fabriquer des biens, sur l'entreprise régénératrice, sur l'économie circulaire, etc. Là aussi, nous avons commencé, et notamment dans les facultés d'économie, dans les écoles de commerce et de gestion, nous avons commencé à défricher un peu ce champ. Mais il y a encore un autre champ, plus fondamental, auquel nous n'avons pas encore commencé à toucher, et c'est celui des concepts fondamentaux autour desquels s'organisait notre société. Que voudra dire la souveraineté dans un monde décarboné, alors que notre futur dépend de l'action des autres autant que de notre action à nous? Que voudra dire la liberté dans un monde décarboné? Est-ce que nous serons d'accord de moduler certaines libertés individuelles pour garantir l'exercice de libertés collectives? Que voudra dire la responsabilité et la justice dans un monde décarboné? Est-ce que nous sommes prêts à reconnaître une responsabilité vis-à-vis de gens qui ne sont pas encore nés, vis-à-vis de gens que nous ne connaîtrons jamais, que nous ne reconnaissons pas comme faisant partie de notre communauté politique? Que voudra dire l'égalité dans un monde décarboné? Est-ce que l'égalité, ça veut dire que nous aurions tous le même quota carbone? Toutes ces questions fondamentales qui organisent la société et autour desquelles nous ne serons évidemment pas d'accord, mais il va falloir commencer à engager ce débat, cette réflexion. Et quel meilleur endroit que l'université pour engager ces réflexions? Et à vous tous et toutes qui êtes étudiants, je pense que nous devons considérer qu'il y a là aussi un défi assez formidable, qui est évidemment vertigineux et par rapport auquel nous pouvons parfois être tétanisés tant il est important, mais qui est aussi formidablement exaltant. Il va falloir tout repenser, tout redéfinir. C'est absolument exaltant, autant que c'est vertigineux. Et parfois, comme je vous le disais, on me demande si je suis optimiste ou pessimiste. La réponse que je fais souvent, c'est de rappeler cette finale de la Ligue des Champions jouée à Istanbul en 2005, qui opposait le club de Liverpool au club de Milan. À la mi-temps, ceux d'entre vous qui sont fans de foot se souviennent évidemment de ce match. À la mi-temps, Liverpool est mené 3-0. J'étais évidemment pas dans le vestiaire de Liverpool à la mi-temps, mais je doute que l'entraîneur ait demandé à ses joueurs s'ils étaient optimistes ou pessimistes quant aux chances de remporter le match et donc la Coupe d'Europe. Je pense qu'il aura plutôt tenu un discours du type « Les gars, on est mené au score, il va falloir tout donner en deuxième mi-temps ». Et ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, c'est que Liverpool a mis 3 buts et a fini par gagner le match au tir au but. Nous sommes à la mi-temps. Et donc je ne veux rien minorer de la gravité de la situation. Nous sommes menés 3-0, mais nous avons encore la possibilité de gagner le match. Et ce défi extraordinaire qui est finalement de repenser la manière dont l'économie va s'organiser et par là même la manière dont les sociétés vont s'organiser, ce sont évidemment les entreprises qui, je pense, vont en être le moteur dans la manière dont elles-mêmes vont se repenser et se réorganiser. Il y a là quelque chose d'absolument formidable à inventer, et c'est à cela que nous allons devoir nous atteler si nous voulons réussir ensemble ce défi vertigineux qui est devant nous, et c'est ce que je vous souhaite pour cette année académique et pour toutes les suivantes. Merci beaucoup.